Prenez un moment pour observer tous les objets autour de vous. Chacun d'entre eux, aussi insignifiant vous paraissent-ils, a été réfléchi et façonné par un designer. Chaque détail a du sens et de l'importance. Une infime modification de la forme d'un objet a des répercussions sur comment on s'en sert, mais aussi comment on le perçoit. C'est passionnant d'essayer de déchiffrer pourquoi chaque petit objet est tel qu'il est, et c'est l'obsession de tout bon designer. Se demander pourquoi et y répondre le mieux possible. Et cette attention, ce sens du détail, dans la tech, il y a une entreprise qui l'a travaillé avant toutes les autres, jusqu'à l'élever au rang d'art. Regardez Nightech, c'est Thomas, et ça, c'est l'œuvre de Jony Ive, le designer d'Apple. I think there is a profound and enduring beauty in simplicity. Le petit Jonathan Paul Ive est originaire de Chingford, en Grande-Bretagne, une petite ville de banlieue sans histoire, de classe moyenne, au nord de Londres. Étant jeune, Jony s'intéresse beaucoup au fonctionnement des objets qui l'entourent, comme toi tu démontes tes jouets pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, sauf que lui, il a un interlocuteur à qui en parler de façon un petit peu constructive. Il s'agit de son père, Mike Ive, un orfèvre, quelqu'un qui fait des bijoux, mais également un enseignant reconnu en matière de design qui a contribué à intégrer la discipline au cursus de toutes les écoles britanniques. C'était pas n'importe qui. Vous savez comment en Grande-Bretagne ils ont toujours des titres un peu farfelus qui sont attribués par la royauté, et bah lui, il était inspecteur en chef de Sa Majesté. Rien que ça. Bref, quand Jony a une question existentielle d'enfant du style « Pourquoi le lampadaire il a telle forme et pas une autre ?», son père est là pour lui répondre. Grâce à son père, Jony a su très tôt qu'il voulait créer des trucs, il a pu commencer à expérimenter, et quand est venu le temps de faire ses études supérieures, il a intégré la Newcastle Polytechnic, la plus grande université britannique, voire du monde, en matière de design industriel. C'est dans ce cadre que Jony va faire ses premiers stages et qu'on va vraiment découvrir sa patte. Pour son premier stage, Jony rejoint le Robert Weaver Group, ou RGW, une agence de consultants en design qu'il a repérée grâce à ses travaux universitaires et en partie grâce au contact de son père. Son premier objet que je trouve fascinant, c'est un stylo qu'il a créé pour une entreprise qui s'appelle Zebra, baptisé le TX2. C'est un projet qui est assez symptomatique de l'approche de Ive. Pour toutes ses créations, il repart de zéro et il interroge la raison d'être de l'objet et comment les gens vont l'utiliser dans la pratique. Pour un stylo, il observe donc que, certes, les gens s'en servent pour écrire, mais également, et la plupart du temps même, simplement pour jouer, pour s'occuper pendant qu'ils réfléchissent, même quand ils n'écrivent pas directement avec. Ça fait partie de l'expérience utilisateur. Il ajoute donc une petite boule au sommet du stylo et un clip juste pour que les gens puissent jouer avec. Son patron adore en tout cas, il finira jamais de jouer avec, et on commencera à dire dans l'agence de Jony que ce stylo a la touche de Jony, et ça ce sera systématiquement le cas sur tous les objets sur lesquels il travaille, où il apporte la même intelligence. Pour Jony, si lui ne considère pas que son travail est important, au final qui le fera ? C'est pour ça qu'un de ses principes, ça a été très tôt de sous-peser et d'évaluer la pertinence de chacune des pièces qui intègrent son design. Il faut bien comprendre qu'avec tout ça, en sortant de ses études en 1989, à 22 ans, après avoir réalisé une bonne multitude de produits finis de haute qualité et après avoir remporté plusieurs concours pour ses productions dans le cadre de ses études, Jony c'est déjà quelqu'un dans le monde du design. À 22 ans. Donc oui, Jony se sent en confiance, et très vite, une fois embauché chez RGW, il va demander une augmentation. C'est bien, la valeur du travail, tout ça. Mais on lui refuse, parce qu'il est doué, mais jeune. Ive est un peu blessé, il est déçu surtout parce qu'il était resté chez RGW par fidélité, alors que d'autres agences le courtisaient, et donc logiquement, il va finir par démissionner pour aller chercher plus de reconnaissance et de liberté ailleurs. Il rejoint alors une petite agence naissante dont il va devenir partenaire avec deux autres designers, Martin Darbyshire et Clive Grenier, qu'il avait croisés chez RGW, tous deux plus vieux d'une dizaine d'années. La vision de Tangerine, c'était de tourner entièrement ses créations vers l'utilisateur final et de remettre systématiquement en question la raison d'être d'un objet.
C'est une approche qui résonnait énormément avec celle de Johnny, qui était fasciné à l'époque par le travail d'un Dieter Rams, le designer emblématique de chez Braun, qui créait systématiquement les objets les plus simples possibles pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Le problème, c'est que Dieter Rams, il travaille chez Braun. Il en est le chef du design, il peut suivre de bout en bout la conception de ses produits, là où Johnny, c'est un externe dans les entreprises pour lesquelles il travaille. C'est juste un consultant. Et au final, c'est assez rare qu'en cours de route, un des ingénieurs ou des managers de l'entreprise pour laquelle il travaille ne viennent pas altérer la pureté, entre guillemets, d'un de ses designs. Bah ouais, pour se faciliter le taf ou pour faire des économies, les petites obsessions du designer prestataire externe, tu t'en fous quoi. Johnny comprend que pour réellement innover et pour pouvoir veiller à la création d'un objet de fond en comble, il devra le faire depuis l'intérieur d'une entreprise. Et ça tombe bien, parce qu'il y a un mec qui essaie de le débaucher depuis quelques temps, un certain Robert Brunner de chez Apple. Alors c'est marrant parce que je pense qu'on attribue assez vite la parenté de tout le travail de design d'Apple à Johnny Ive, mais en fait pas du tout. Lui c'est juste un créatif de génie qui a rejoint une équipe en place. Son créateur, c'est vraiment Robert Brunner. Avant lui, Apple passait par un prestataire externe pour ses designs. Brunner, quand il arrive chez Apple en 1990, il se retrouve au milieu d'une flopée d'ingénieurs, il flippe un petit peu, et du coup, ce qu'il décide de faire, c'est d'essayer de remettre en place ce qu'il connaissait déjà en tant que consultant, en séparant l'équipe design, genre physiquement, en l'installant dans un autre bâtiment que le bâtiment principal d'Apple. Ils agissent vraiment comme une agence de design externe au final, ce qui est cool parce que ça permet à Brunner de mettre en place un cadre de travail adapté à des créatifs, ça lui permet d'attirer des talents, et en plus de ça, ça lui permet aussi de protéger ces designers des impératifs business d'une entreprise qui sont toujours... T'as toujours le risque que ça vienne corrompre les velléités créatives de quelqu'un en fait. Bref, Brunner il essaie d'attirer des talents, donc forcément quand il entend parler d'un jeune designer britannique de génie et qui voit passer ses créations, il est tenté. C'est marrant parce que pour ça, il va confier un contrat à l'agence de Johnny en lui demandant de plancher sur des concepts de futurs produits Apple. Alors, il va en profiter pour séduire Johnny et finalement en 1992, Ive rejoint son équipe et Apple. Dans le contexte, ça fait 7 ans chez Apple que Steve Jobs a été licencié, donc vous vous en doutez, tout va très bien. Bah ouais, on dépeint souvent l'ère sans Steve Jobs comme étant absolument calamiteuse, mais à l'époque, Apple c'était la révolution de la PAO, la création assistée par ordinateur, donc tous les magazines, studios de design, studios graphiques et compagnie s'arrachent les Macs par palette. Ils ont des usines qui tournent 24/24 pour les produire, enfin vraiment, Apple va bien. Apple a du cash, et ils en profitent même pour investir dans des nouveaux projets, comme le premier sur lequel va bosser Johnny, le Newton. Alors le Newton, pour les plus jeunes d'entre vous qui connaissent pas, je fais le daron alors que j'ai clairement pas connu cette période, mais c'était le PDA d'Apple. Les PDA, c'était des petits appareils qui préfigurent un petit peu de l'arrivée des smartphones. Imaginez un smartphone archaïque qui s'utilise avec un stylet, quoi. Alors Johnny arrive et on lui dit de travailler sur sa pochette. C'est pas très reluisant dit comme ça, mais Johnny s'en fout, il est juste content de travailler sur son premier projet. Il va donc s'y mettre avec sa même détermination et son même sens du détail que d'habitude, et ça va aboutir à quelque chose d'intéressant. Il a insisté pour que la pochette du Newton s'ouvre non pas vers la droite ou vers la gauche, mais vers le haut. Parce qu'étant donné que la forme de la pochette avec le Newton dedans évoquait un petit peu celle d'un livre ou d'un carnet, dans les pays asiatiques qui lisent de droite à gauche, les gens allaient être tentés d'ouvrir vers la gauche, et inversement pour la plupart des pays occidentaux. C'est un excellent exemple du travail de recherche fonctionnel d'un designer. Le design, c'est comment un objet fonctionne, pas juste de quoi il a l'air, et c'est aussi simplement un témoignage de l'obsession de Johnny pour les détails. Les autres membres de l'équipe le voient s'acharner justement, ils gagnent leur respect et en plus il est apprécié, il est décrit comme ayant un tempérament calme, il est jeune, il a toujours une petite touche d'humour un peu british apparemment, il est apprécié et il est compétent, donc naturellement on lui confie vite d'autres projets plus importants. Le Newton de deuxième génération déjà, bien moins cheap que le premier, mais toujours un flop, et le fameux 20th Anniversary Mac, une édition spéciale du Macintosh pour célébrer ses 20 ans, un tout-en-un, designé de A à Z par Johnny et encensé par la critique. Même avec l'œil d'aujourd'hui, je trouve que... bon, c'est sûr que c'est un objet un peu rétro, mais il est pas vilain, quoi. C'est vraiment un design qui a bien vieilli. En tout cas, sur cette période, je trouve super intéressant de constater à quel point
Le fait d'être un génie, c'est bien, mais encore faut-il avoir le bon cadre pour le laisser s'exprimer. Là-dessus, Johnny, il a eu de la chance avec Brunner, mais malheureusement pour lui, c'est quelque chose qu'il va perdre peu à peu chez Apple. Quand tu prends un projet comme le 20th Anniversary Mac, un ordinateur dont tout le but c'était d'être élégant et un peu différent dans sa forme, forcément le projet part du design. Le truc, c'est que même là, pour la conception de ce Mac, Ive et Brunner vont devoir faire face à une flopée d'ingénieurs et de managers qui comprennent même pas l'intérêt de faire un ordinateur un petit peu design. Aujourd'hui, ça nous paraît évident maintenant que les ordinateurs sont dans notre vie de tous les jours, mais à l'époque, ça l'était vraiment pas. Et même le département marketing va se mettre à leur mettre des bâtons dans les roues. Là où le design veut faire un ordinateur cool, en série limitée, mais raisonnable, abordable quoi, le marketing décide d'augmenter ses marges en faisant un Mac à 7500$, livrable par un mec en smoking qui vient chez toi en limousine pour le livrer. Bref, c'est une très bonne machine, mais un flop commercial total. Brunner était dégoûté et a quitté Apple en laissant le très jeune Johnny, à peine âgé de 29 ans, devenir le manager de l'équipe design. Oh, et vous en faites pas pour Brunner, une dizaine d'années après, il va s'associer à Dr. Dre pour créer les casques Beats. Comme quoi, Beats a jamais été très loin d'Apple. On a choisi Johnny comme manager parce que il avait, vous savez, cette sorte d'assurance tranquille, le style de mec ambitieux mais pas délirant, le tout associé à beaucoup de sérieux et de talent dans son travail. De ce que j'ai lu, Johnny a bien vécu sa nomination à ce poste dans la mesure où ça lui permettait d'aller plus loin et d'encadrer tout le travail du design chez Apple. C'est vraiment ce côté aller plus loin dans le design qui lui parlait, mais à côté de ça, il était aussi clair que c'était pas le meilleur choix pour faire valoir le point de vue du design dans l'entreprise Apple, dans laquelle le design était de plus en plus perçu comme cette équipe qui vient mettre un coup de peinture sur les boîtiers en fin de projet, quoi. C'est logique en même temps, tu vois, c'est important en entreprise de connaître ton profil, et Johnny, son profil, c'est que c'est un talent, pas un bureaucrate. Donc forcément, il voit la situation se détériorer, il sait pas trop comment l'améliorer, et c'est d'autant plus frustrant pour lui qu'à l'époque, Apple va quand même beaucoup moins bien. On est en 1995, Microsoft vient de sortir Windows 95, qui plagie macOS dans les grandes lignes et reprend beaucoup des avantages ergonomiques que macOS avait jusque-là. Les ordinateurs Windows moins chers mais convaincants envahissent donc le marché, pendant qu'Apple a beaucoup de mal à sortir des nouveaux produits originaux. Les revenus chutent, les plans de licenciement commencent, les dirigeants se succèdent, la crise se profile très clairement. Johnny pense à partir, mais on lui promet que la situation va changer, et c'est dans un move un peu désespéré que la direction d'Apple va finir par rappeler Steve Jobs aux commandes pour redresser la compagnie. En fait, Ive a été rassuré dès les premiers discours de Jobs chez Apple. Pour Jobs, le moment était venu de parler produits. C'est bête, mais pour lui, la priorité c'était de créer à nouveau des produits que les gens allaient apprécier, là où auparavant, la direction parlait plutôt d'augmenter les marges, de faire plus de bénéfices, de prendre des parts de marché, ce genre de choses. Pour permettre à Apple de refaire des bons produits, Jobs évalue la situation et juge le catalogue incompréhensible. Il y avait 4 gammes de Mac, le tout séparé en une dizaine de modèles différents à chaque fois. Enfin bref, incompréhensible, et il décide tout simplement de kill tous les produits au catalogue. Simple, efficace, j'adore l'approche, mais en tout cas, je vous laisse imaginer le stress quand Johnny Ive décida d'inviter ce Steve Jobs, qu'il ne connaît pas, à visiter son studio de design pour lui présenter les travaux de son équipe. Jobs débarque au studio et est subjugué par la beauté, l'originalité et surtout la pertinence des concepts que proposent les designers de l'équipe de Johnny, là où Apple, depuis quelques mois, c'est simplement des boîtiers beige créés un petit peu à la chaîne pour réduire les coûts de l'entreprise. Johnny le suit, lui explique les concepts, et les deux se retrouvent énormément dans leur volonté de penser les ordinateurs, non pas comme des machines purement techniques, des trucs de calcul, les tours beige sans inspiration, mais plutôt comme des objets allant être introduits dans la vie de leurs utilisateurs. L'idée est que l'ordinateur est capable de servir et d'exalter une forme de créativité chez absolument tout le monde, particulièrement avec la popularité grandissante d'Internet. Jobs, en constatant qu'il a une équipe de design talentueuse, va naturellement partir de cette équipe-là pour commencer à remplir sa gamme et redorer l'image d'Apple. À commencer par le Mac de bureau grand public,
l'iMac. L'idée de Hive avec l'iMac, c'est donc de rendre l'ordinateur sympathique. En faisant plancher son équipe de design sur le sujet, ils vont finir par adopter le concept d'utiliser du plastique transparent et coloré pour émuler, vous savez, la forme de ces distributeurs de bonbons qu'on trouve dans les stations-service. C'était une bonne forme pour évoquer au public quelque chose d'agréable tout en intégrant un écran cathodique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'iMac était un ordinateur différent. Pas juste parce qu'on a accordé de l'importance à sa beauté, pas juste parce qu'il était conçu avec soin, mais parce que les gens l'ont aimé, ont eu envie de l'avoir chez eux, ce qui était inédit à l'époque. À ce sujet, Johnny dira que l'accueil fait à l'iMac montre clairement que beaucoup partagent l'idée que les ordinateurs sont trop compliqués et trop éloignés des préoccupations humaines. Tous les attributs ayant trait à l'émotion ont été ignorés, il est temps que ça change. Et ça a changé. L'iMac sort en 1998 et c'est un succès retentissant. 280 000 unités vendues les 6 premières semaines, 800 000 la première année, c'est simplement le plus gros succès d'Apple de l'histoire de l'époque. Pour la première fois, Johnny est reconnu comme un designer de génie à grande échelle, sachant que ce produit était vraiment un pari risqué, la survie d'Apple en dépendait, et surtout, Jobs récupère sa crédibilité dans le fait de percevoir les tendances du marché et juste de comprendre un peu le goût du public. Forcément, Jobs est heureux et il est rassuré dans son approche qui consiste à partir du design. Naturellement, à partir de là, il va donc toujours donner la primauté de décision à cette équipe. Quand l'équipe de Hive décrète qu'il faut créer 5 versions de couleurs différentes de l'iMac, les autres équipes font avec. Les difficultés logistiques, le fait de créer du stock chez les différents partenaires, de créer plein de références produits, tout ça, c'est mignon, mais la réflexion c'est simplement, pour un ordinateur personnel, c'est cool de pouvoir choisir une couleur qui te plaît. Point final, la discussion s'arrête là. De la même façon, quand la même recherche de sympathie pousse Johnny à vouloir créer un ordinateur portable en forme de coquillage, l'iBook, le tout en plastique transparent, fragile et extrêmement difficile à concevoir, les autres équipes s'exécutent. L'iBook et l'iMac font remarquer Apple à nouveau, les professionnels apprécient le nouveau Power Mac G3, le PowerBook G4 est une tuerie, tout en titane, c'est vraiment quelque chose. L'iBook blanc qui suit est un bel objet, quoique un peu fragile. Mais bon, on sent que les designers se permettent quand même quelques lubies avec le Power Mac G4 Cube, une œuvre d'art en termes de design vraiment, mais un peu trop un cauchemar à fabriquer, qui aura tendance à se fissurer très facilement et qui sera un flop commercial, et un petit affront aux utilisateurs professionnels d'Apple qui n'est pas sans évoquer le Mac Pro de 2013 en forme de poubelle. Mais Johnny s'en fout. Il a retrouvé le sourire, Apple tourne pour son équipe, mais il y a quand même un problème. Forcément avec les Macs, ça reste un petit peu cantonné à la sphère informatique. Ce qui va permettre à son équipe et à Apple de passer au stade au-dessus, c'est quand ils vont concevoir leur toute première icône culturelle que tout le monde connaît, avec l'iPod. Avec l'iPod, du côté du design, Johnny a conservé ses principes. Une volonté de rendre l'appareil familier, sympathique et accessible, d'où le choix d'un coloris blanc, moins sévère que le noir des baladeurs de l'époque et des Walkman de Sony, par exemple. Pour Johnny, le retour au blanc, c'était un espèce de contre-coup de la période très colorée et décalée qui a commencé avec l'iMac G3. Le blanc lui permet de proposer des appareils toujours sympathiques et agréables à l'œil, mais sobres et simples. Et c'est la nouvelle marque de fabrique de l'entreprise à l'époque, qui est même devenue son essence avec ses publicités emblématiques. Emblématique, c'est le bon mot pour l'iPod. C'est le premier produit Apple qui va vraiment s'inscrire dans la culture mainstream. Il faut bien se rappeler qu'en 2002-2003, l'iPod est ce que deviendra l'iPhone par la suite, à savoir un objet omniprésent, un objet cool, le représentant proéminent de sa catégorie. Je sais pas si on réalise l'impact qu'a eu le fait de dessiner les lignes iconiques de ce petit boîtier, qui est devenu le symbole d'une petite partie de notre histoire contemporaine finalement. C'était le début de la représentation culturelle des entreprises technologiques telles qu'on les connaît encore aujourd'hui. Vous imaginez avoir ce potentiel au bout de votre crayon. C'était le cas de la petite quinzaine de designers qui travaillaient chez Apple à l'époque et qui venaient tout simplement de créer l'effet Apple. À l'époque, quand t'as un iPod ou un iMac, non seulement tu l'aimes, ce qui était déjà assez rare, mais en plus t'en es fier.
Et ça, c'est un effet que Jony Ive va s'employer à sublimer pendant l'ascension de la marque, avec l'arrivée de l'iPhone et de l'iPad. Début des années 2000, Ive et Jobs, c'est devenu un duo. Ils déjeunent ensemble, ils vont à tous leurs meetings ensemble, Jony assiste même aux réunions marketing où il n'a pas vraiment de raison d'être là, mais très vite, le duo va devoir faire face à un problème, qui est que l'iPod qu'ils viennent tout juste de créer est déjà voué à disparaître. Et bah ouais, dans les années 2000, tout le monde avait 2 appareils, un iPod et un téléphone portable. Bon, sur le moment, effectivement, les téléphones manquaient de stockage et de finition dans leur expérience pour espérer remplacer un iPod pour ce qui est de la musique et de la vidéo, mais c'était sûr qu'ils allaient le faire. Et pour ça, la direction d'Apple savait qu'elle devait entrer sur le marché très concurrentiel de la téléphonie. En termes de design, et assez naturellement, la première réflexion qu'ils ont eue pour concevoir un téléphone, c'est se dire que ils ont un appareil qui marche avec l'iPod, ils allaient donc simplement ajouter une fonction téléphone à l'iPod, avec la molette et tout. Bon, c'était pas si bête que ça dans l'idée de naviguer dans une liste de contacts, ce genre de truc, mais je vous laisse imaginer la galère pour composer un numéro ou simplement pour écrire des SMS. Non, malheureusement pour eux, il va falloir qu'ils prennent une approche plus expérimentale qui va partir de la nouvelle technologie d'écran multitouch. Alors je sais que ce que je suis en train de vous dire avec le regard d'aujourd'hui, ça paraît évident, mais à ce moment-là, pas tant que ça. Les interfaces tactiles du moment, elles étaient finalement assez limitées parce qu'elles étaient pensées pour des écrans soit qui ne gèrent pas vraiment les gestes de navigation, soit qui gèrent un doigt à la fois. C'était rudimentaire. Et se dire que t'allais faire un téléphone et un bon avec cette technologie-là, c'était pas si évident que ça dans un monde où la référence du moment c'était plutôt un BlackBerry avec son grand clavier. En tout cas, Jony, il aime bien le concept. Son truc, ça a toujours été de rendre les produits Apple sympathiques et approchables, donc la perspective d'un appareil avec lequel tu vas naturellement interagir du bout du doigt, ça lui parle beaucoup. L'idée de Ive était donc de mettre le plus possible l'écran en valeur. Il voulait qu'il apparaisse comme par magie lorsque tu allumes le téléphone et supprimer toutes les marques qui viendraient en détourner l'attention de l'utilisateur. Il parlait de vouloir créer un effet piscine à débordement qui fait que tu oublies les bordures et simplement tout ce qu'il y a autour de l'expérience même. Là-dessus, tout le monde est aligné, mais sur le reste, l'équipe design va finalement pas mal tergiverser sur la forme à donner à ce nouveau téléphone. Certains s'inspirent de l'iPod, d'autres des appareils de Sony, et certains vont même tourner autour d'un format de pavé proche des iPhone 4 et 4S et des iPhones qu'on connaît encore aujourd'hui, mais qui n'étaient encore pas faisables avec les technologies du moment. Finalement, l'équipe décide de rester fidèle à elle-même et de partir de ce qu'il y a de plus simple. Ils jettent toutes les expérimentations aux orties et ils reviennent à une forme toute simple, arrondie, de façon à donner envie de se saisir du téléphone. Je crois que quelque part, ce moment a beaucoup conforté Ive dans son obsession de la simplicité. Quand tu regardes l'iPhone par rapport à ce qui se faisait sur le marché à ce moment-là, tu te rends compte que c'est un objet d'un rare minimalisme, là où beaucoup d'autres téléphones se concentraient justement sur le fait d'avoir un maximum de touches, des claviers coulissants, enfin plein de trucs de ce style. Et justement, plus tard, un designer de l'équipe de Ive dira que l'équipe, forte du succès de l'iPod, savait que créer un design étonnant, magnifique et original suffirait à faire de leur produit une icône, parce que de leur dire, le design se suffit à lui-même. En été 2007, l'iPhone sort aux États-Unis pour $499, un tarif délirant à ce moment-là, et 3,7 millions d'appareils seront vendus avant la fin de l'année. Pour Apple, un nouvel entrant sur ce marché-là, c'était phénoménal. Et dès 2008, ils vendront 3 fois plus d'iPhone que de Mac, ce qui fait qu'assez logiquement, 3 ans plus tard, ils vont réitérer avec l'iPad et employer exactement la même formule de design. Tout comme l'iPod avant eux, ils vont devenir des symboles de l'informatique grand public, de la révolution de l'internet mobile et du monde post-PC pour l'iPad, en plus d'être des objets de convoitise pour le grand public. Cette réalité, Ive l'a en tête, il est incroyablement humble et super heureux de voir que ces appareils sont utilisés par autant de personnes, et ce que j'ai l'impression, c'est que cette nouvelle réalité l'a fait passer d'un état où il était vraiment dans une démarche créative, de recherche de codes qui vont plaire et qui vont fonctionner, à une démarche qui est plutôt celle du perfectionnement. It really represents just a complete revolution in the way that notebooks are made. Eh bien oui, quand tu as trouvé ta signature, l'enjeu c'est plus de la trouver, c'est de faire mieux.
Et pour Johnny, mieux, ça veut dire supprimer encore plus de pièces et d'éléments inutiles de ses conceptions, de façon à arriver à un résultat plus simple. Le problème, c'est que faire mieux à ce niveau-là n'était pas possible avec les moyens de production de l'époque. C'est donc à partir de là que l'équipe de Hive ne va plus se contenter de faire du design, mais s'intéresser aux moyens de production même. En fait, le problème auquel fait face l'équipe de Johnny Ive à ce moment-là, après les iPhone 3G, 3GS, l'iPad de première génération, tout ça, c'était qu'assembler un de leurs produits, ça impliquait de mouler puis d'assembler différentes parties. T'avais un espèce de squelette interne qui accueillait les composants électroniques, qui lui-même était surmonté du châssis extérieur qui était une matière totalement différente sur laquelle ne reposent pas les composants mêmes. Enfin voilà, c'est une approche qui est pratique pour industrialiser et produire à grande échelle, mais ça limite nécessairement la finesse de ton produit, et ça crée des points de faiblesse aussi, au niveau des différentes jointures entre les parties. Finalement, c'est là qu'Apple, sous l'impulsion de Hive, va lancer une révolution d'arrière-plan, qu'on connaît pas forcément en tant que grand public, qui est celle du unibody. L'idée de l'approche unibody, qu'on connaît surtout parce que certains MacBooks ont été directement nommés comme ça à une époque, c'est de tailler le boîtier d'un produit directement dans un bloc d'aluminium avec des machines spécialisées, ce qui permet de limiter le nombre de pièces différentes à assembler en se servant directement de la structure, de la forme de l'objet, comme ce qui était le squelette auparavant du produit. Ça permet d'obtenir des designs beaucoup plus racés, beaucoup plus uniformes, beaucoup plus solides aussi, mais ça impliquait un véritable défi, parce qu'à ce moment-là, la machinerie pour mettre ça en place était inédite et pas testée à l'échelle industrielle, mais en plus de ça, ça impliquait un défi pour gérer les matériaux et les pertes potentielles, parce que je vous laisse imaginer ce que utiliser un bloc d'aluminium pour créer un produit impliquait comme perte. Heureusement, l'aluminium peut être refondu à volonté, il faut juste gérer les potentiels contaminants que ça implique, ce genre de choses, mais c'était vraiment un défi qui laissait beaucoup de gens dans l'industrie sceptiques. Pour que vous ayez bien en tête l'ampleur du défi, il faut savoir que d'après le bureau d'études Asimco, l'iPhone d'origine, non unibody, a impliqué des investissements de 408 millions de dollars pour être fabriqués. C'est énorme. Les iPhone 5 et iPad 3, tous les deux unibody, mais quand même, enfin voilà, c'est pas un nouveau produit, c'est simplement, enfin c'est des produits matures qu'Apple s'est fabriqués, mais simplement avec un nouveau process. Les investissements pour les fabriquer, c'était 9 milliards. Je trouve ça phénoménal que sous l'impulsion d'un designer qui leur dit que ça permettra d'avoir des produits mieux finis, une entreprise décide de faire ça. C'est quand même quelque chose. Heureusement pour Apple, l'attrait du public pour les créations de Hive étant ce qu'il est, et bah ça s'est avéré rentable. Et ça a permis à Johnny de continuer inlassablement d'aller vers son obsession de créer des produits les plus simples possibles et les plus fins possibles. Avec ce nouveau processus de construction, j'ai quand même l'impression que Johnny a un peu touché au but finalement. Le fait de permettre aux produits Apple d'atteindre une perfection rare et inédite dans son industrie. Le truc, c'est que là on parle de perfection matérielle et il y avait toujours un gros problème pour Johnny à ce moment-là, qui était au contraire l'interface logicielle de ces produits. Courant 2012, le logiciel de l'iPhone et l'iPad, iOS, dans sa version 6 à ce moment-là, était un peu critiqué, surtout en interne. Bon, je sais qu'il y a encore des gens qui romancent le look d'iOS 6 avec le Game Center qui avait l'air d'une espèce de table de poker ou encore le mémo vocal façon micro de radio, mais dans les faits, dans un monde qui maîtrise un peu les codes du numérique, ça devenait vraiment kitsch. En interne, ce style était défendu par Scott Forstall, le responsable d'iOS, qui trouvait que ça permettait de rendre l'interface intelligible facilement. Le truc, c'est que pour Hive, c'était un non-sens. Lui, son truc, c'était de supprimer le plus de détails possible pour atteindre la simplicité, ce qui est le parfait opposé de la surabondance de détails qu'on trouvait alors sur iOS. Forcément, une petite guerre de pouvoir a lieu, mais Hive est simplement trop en place. Et lorsque Tim Cook décidera de réorganiser l'entreprise, il va finir par remercier Scott Forstall et nommer Johnny Ive à la tête du design logiciel. C'est ainsi qu'en 2013 naît le très controversé, mais que personnellement j'aime beaucoup, iOS 7,
qui accompagne l'iPhone 5S. Cette version marque le passage d'un logiciel qui tente de simuler des codes de la réalité à des codes parfaitement minimalistes, simplifiés, propres au numérique. Avec iOS 7, Jony Ive a imposé au logiciel les mêmes codes que dans la conception de ses appareils. Tout comme chaque vis a son importance et est soigneusement étudiée dans ses designs matériels, dans le design logiciel de Jony, chaque trait, chaque pixel a du sens. Pour moi, c'est l'aboutissement du travail de Ive dans la mesure où, ça y est, il a tout fait. Avec l'iPhone 5S de 2013, pour la première fois, il a enfin fait exactement ce pourquoi il a quitté Tangerine pour rejoindre Apple. Il a réalisé un produit de bout en bout, dont il a dessiné les lignes, qui a été conçu grâce à la nouvelle méthode de conception Unibody qu'il a mis au point. Il a designé son logiciel, et comble du détail, c'est le modèle qui a introduit auprès du grand public le concept d'authentification biométrique avec le premier capteur d'empreinte Touch ID. Quoi de plus personnel qu'un appareil capable de te reconnaître toi en particulier? Et après ça, année après année, finalement, il a toujours utilisé la même sauce, et Apple se sert toujours des mêmes principes. Les AirPods en 2016, du blanc, produit grand public, qu'Apple voulait sans doute rendre sympathique. L'Apple Watch, piscine à débordement pour l'écran, création d'une méthode d'interaction simple, et voilà. Ça rend très logique pour moi le fait qu'en 2019, Jony ait fini par décider de rendre son tablier, parce que il avait accompli ce qu'il avait à accomplir chez Apple. Grâce à lui, la partie produit d'Apple est devenue entièrement centrée sur le design, sur le fait de répondre aux besoins des utilisateurs, indépendamment de la technique, et avec une attention aux détails qui a élevé ses produits au rang d'icône. Ça, c'est toute l'œuvre de Jony Ive. Voilà, c'était Nightech, c'était Thomas, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. C'est un format que j'avais en tête depuis longtemps, mais que j'étais un peu intimidé à l'idée de réaliser, honnêtement, donc dites-moi si ça vous plaît. Et puis écoutez, si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Le j'aime, le commentaire, l'abonnement et le partage. C'est ce qui fait grandir notre toute petite chaîne et qui me permet de nourrir mon petit spaghetti. Et puis, moi je vous dis à la prochaine, tout simplement. Allez, salut.